Beaucoup. Chers participants, il paraît que le président Donald Trump aime à demander à tous ceux qu'il rencontre s'il méritait qu'on lui décerne le prix Nobel de la paix. Je pense qu'il n'y a pas à répondre à ces questions. La seule qui veuille d'être posée en termes de réponse, c'est de se demander est-ce que depuis un an qu'il est au pouvoir, à la tête de la superpuissance que sont les États-Unis, est-ce que le monde est plus sûr? Est-ce que le monde est plus stable? Est-ce que le monde est en paix? Et si la réponse est négative, quelle est sa responsabilité exclusive par rapport à cette déstabilisation du monde qui apparemment est devenu dangereux pour tout le monde, y compris pour lui-même? Imposer la démocratie, M. Boniface l'a rappelé, les logiques internes et nationales ne s'imposent pas de l'extérieur. Enlever des présidents en fonction, les enlever pour les exfiltrer et les soumettre à votre justice ne relève pas de la démocratie si cela devait s'entendre en termes de droit international. Quelle guerre a été gagnée? Aucune. Aucune guerre n'a été gagnée. Les États-Unis et l'Occident se sont livrés à beaucoup de guerres ces dernières décennies. Ils n'ont pas gagné la guerre du Vietnam. Ils n'ont pas gagné la guerre en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie. Ils n'ont pas gagné la guerre même au Somalie, où ils ont été obligés de se retirer, poursuivis par des bandes armées. À part semer le chaos et le désordre derrière eux dans ces pays, aucune de ces guerres n'a été gagnée parce qu'aucun des objectifs n'a été atteint. On ne citera pas ces pays comme des exemples de démocratie sous la conception occidentale s'entend. Quel objectif était assigné pour la guerre en Iran? C'était de remplacer un régime. Cela n'a pas été fait. Le même régime est dans sa version la plus radicale, la plus dure, va continuer et les États-Unis sont obligés de discuter et de négocier avec ce régime. Réduire les capacités balistiques de l'Iran, ça n'a pas été atteint. Imposer à l'Iran de renoncer à tout programme nucléaire, civil comme militaire, n'est pas un objectif atteint. Aucun des objectifs n'a été atteint et pourtant le monde est plongé dans un chaos que rien ne justifie. M. Trump n'est pas un homme de paix, c'est un homme de déstabilisation du monde. Et à côté de tout ça, faudrait-il ajouter de regretter le comportement de l'autre frange occidentale, donneur de leçons devant l'Éternel. Dès le début des hostilités, tous les régimes occidentaux ont fait des déclarations pour déplorer la violation du droit international et de l'ordre international. Mais ça se limite à ça. Et pour atténuer et justifier d'ailleurs, se justifier auprès de leur patron, il faut qu'ils ajoutent néanmoins qu'ils se réjouissent que le guide Khamenei ait été exécuté, puisque c'est un dangereux terroriste qui brime son peuple, qu'ils se réjouissent que Nicolás Maduro ait été exfiltré, parce que c'était un dictateur, jouant à un équilibrisme que rien ne justifie.
c'est pas à eux d'estimer et de décider pour les autres peuples, qu'il leur suffise de le faire pour eux-mêmes, ce qui semble être de plus en plus complexe. Déplorer la violation du droit international, mais de l'autre côté mettre à disposition ces bases militaires ne relève pas d'une cohérence politique. Alors quels enseignements devrons-nous tirer de tout ça? Les répercussions de cette crise, nous devons encore attendre. Elles sont déjà extrêmement impactantes dans le mauvais sens. Peut-être au-delà des questions liées aux hydrocarbures, aux énergies, devrons-nous attendre, surtout pour les pays les moins préparés comme les nôtres, à des répercussions sur les produits alimentaires et sur beaucoup d'autres aspects. Mais tout ceci découle de ce qu'il est convenu d'appeler le piège de Thucydide, que certainement le professeur Boniface connaît mieux que nous. Make America Great Again signifie simplement la prise d'une conscience que la seule superpuissance qu'on était en train de perdre du terrain, pour ne pas dire sa première place face à la montée en puissance d'autres blocs, et particulièrement la Chine. La solution n'est pas celle qui est hésitée aujourd'hui par l'Amérique et par le président Trump. Essayer de réaffirmer sa toute-puissance sur sa zone de rayonnement, notamment l'Europe occidentale, une partie de l'Amérique du Sud et le Golfe, essayer de couper les pistes d'approvisionnement pour asphyxier un concurrent au risque de déstabiliser le monde entier n'est pas la solution. Et les États-Unis eux-mêmes n'échapperont pas aux conséquences extrêmement négatives. Quelles sont ces conséquences? Va-t-on assister à un réarmement de beaucoup de pays asiatiques qui, avec ce qui s'est passé, prennent conscience des limites de la protection américaine? Le Japon, qui abrite la plus grande base militaire américaine dans le monde, la Corée du Sud, puisque les pays du Golfe n'ont pas été suffisamment protégés par les États-Unis, en tout cas, qui n'a pas pu faire face aux frappes iraniennes. Est-ce que des pays qui ont les capacités de se réarmer, y compris sur le plan nucléaire, vont continuer à confier leur sécurité ou une partie de leur sécurité aux États-Unis d'Amérique face à la montée en puissance de la Chine? C'est une question auxquelles peut-être les chercheurs répondront, ou l'histoire à venir. Va-t-on assister à la fin du pétrodollar, qui est le système qui a été assis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, sur la base d'exploitation des énormes ressources pétrogazières des monarchies du Golfe, mais avec des investissements extrêmement importants et une solidification du dollar comme monnaie d'échange internationale? L'histoire nous l'apprendra très bientôt. Ce que je veux dire par là, c'est que M. Trump a exactement le contraire de ce qu'il cherchait en déclenchant cette guerre. Quelles conséquences ou quels enseignements pour nous, Africains? L'Iran vient de nous démontrer. Je ne suis pas là pour juger en bien ou en mal le régime iranien. Mais l'Iran nous a démontré que lorsqu'un peuple croit en lui-même, croit à ses capacités, lorsqu'il est convaincu d'être une civilisation forte, ancrée sur des valeurs endogènes, eh bien, ce peuple peut résister à tout. Et l'Iran vient de nous le démontrer. Quel enseignement également pour l'Afrique? J'y reviendrai. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Culture, certainement il est pressenti pour être le prochain Premier ministre. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le maire de Dakar, Messieurs les membres du comité scientifique, Monsieur le conférencier Pascal Boniface et vos équipes, Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi avant toute chose d'adresser mes sincères remerciements au président du comité d'organisation, M. Dambodj, pour la qualité du travail accompli. Organiser une conférence de cette envergure autour d'enjeux aussi structurants pour notre continent demande à la fois rigueur, engagement et sens de la responsabilité collective. Je tiens à saluer cet effort qui rend possible notre rencontre d'aujourd'hui. Je voudrais également exprimer toute ma reconnaissance à M. Pascal Boniface, qui nous fait l'honneur d'animer cette conférence, le remercier par la profondeur de ses analyses et la clarté de ses prises de position sur les transformations du système international. Il contribue à éclairer les débats contemporains. Sa présence ici parmi nous, ici à Dakar, donne une portée particulière à nos échanges et enrichit notre réflexion sur les enjeux du monde multipolaire. Mais à titre préliminaire, je voudrais apporter quelques observations. Monsieur Boniface, des observations, j'avoue, subjectives sur l'ouvrage, sur votre brillant ouvrage. Ousmane Sonko, parmi les 20 personnalités les plus influentes du moment. Ma contribution n'ira pas à ce qui a été dit de beau et de positif dans cet ouvrage nous concernant. Je voulais vous dire que c'est certainement les plus beaux mots, les plus beaux témoignages qui soient venus, certainement, d'un occidental et vous concernant pour le moment. Mais vous me permettrez quelques réflexions subjectives au-delà du titre et des développements. Notre classement parmi les 20 personnalités, et que j'avoue, en toute objectivité, penser ne pas mériter, ce classement est peut-être une reconnaissance d'une influence certainement vécue et reconnue par des millions de Sénégalais, d'Africains et peut-être au-delà. Mais derrière le titre et derrière certains aspects du développement se glisse, à mon avis, chez le professeur subtilement, une lecture de Sonko sous le prisme occidental, même modéré, mais le prisme occidental, d'une symbolique, ce prisme d'une symbolique personnalité influente, plutôt qu'un leader d'une lutte historique pour l'émancipation et la souveraineté économique. Évidemment, cela jure avec vos propos de tout à l'heure. Certainement, c'est Madame la coordinatrice et avec laquelle j'aurai peut-être un débat assez riche sur la question. Celui d'un combat pour une Afrique souveraine, porté par des millions de Sénégalais et d'Africains qui veulent se départir de la tutelle, de toutes les tutelles, et construire un destin libre. En guise d'illustration, le raccourci fait dans l'interprétation du Gatsa-Gatsa. Vous avez repris le terme, et la périphrase, je cite, grammaire politique du parti et de son leader, semble tenter de réduire les luttes des Sénégalais qui se sont dressés contre la tyrannie, l'oppression et l'injustice, et d'extirper la légitimité du processus révolutionnaire qui a abouti à la victoire électorale du 24 mars 2024. Non, le Gatsa-Gatsa n'est pas une dérive. C'est l'expression d'un peuple qui a refusé de plier. Et le slogan « La patrie ou la mort » n'est pas une menace. C'est l'écho des luttes panafricaines contre l'asservissement. Nous refusons de nous soumettre, que ceux qui veulent entendre, entendent. Les slogans, je vais vous donner comme exemple les slogans de la Révolution française de 1789 à 1799, où, parmi lesquels nous avions vivre libre ou mourir, ou liberté, égalité, fraternité ou la mort, même si au finish, le slogan qui a été
le plus emblématique, c'est limité à liberté, égalité et fraternité. Le champ lexical de la violence que certains nous ont collé ne repose sur aucune démonstration factuelle. Il est performatif. Il ne décrit pas, il suggère et insinue. On nous présente ce slogan comme une incitation à la désobéissance, mais on refuse de le lier à son héritage panafricain de résistance légitime et universelle. Celui de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara, de Lumumba, de Mamadou Dia, de Cheikh Anta Diop, et j'en passe. Et à la détermination et à la fermeté des peuples face à l'injustice. Nous avons été des acteurs politiques les plus pacifiques, ancrant notre action politique sur la réflexion et la production, jusqu'à ce qu'une cabale ait été montée pour nous réduire à néant. Et c'est seulement à ce moment, que nous nous sommes érigés, et tout le peuple avec nous, pour dire non. On réduit donc le slogan à une menace pour disqualifier la posture de résistance populaire. Depuis le titre, entre guillemets, un homme ambivalent, jusqu'à la fin de la section, je cite, l'homme aux multiples visages, on nous impose d'emblée une lecture contradictoire et instable, un procédé sémantique qui, si nous ne connaissions pas vos opinions, vos positions, vos postures courageuses et indépendantes, s'apparenterait à une tentative de dévaloriser la cohérence du projet politique de PASTEF. Et quand Ousmane Sonko s'oppose à la publication d'ouvrages qui instrumentalisent les enjeux d'une région du Sénégal, la mienne notamment, il ne censure pas. Il protège contre les tentatives de fragmentation de l'unité nationale. Le Sénégal est un et individu. Et l'expression embardée populiste, on y revient au populisme, autre procédé littéraire qui tente d'invisibiliser la question centrale, celle de la souveraineté du récit historique de nos pays. Et on veut nous imposer une lecture où la liberté académique est absolue, mais où la souveraineté politique est illégitime. Si certains refusent de reconnaître que les peuples africains ont le droit de raconter leur histoire et de définir leur avenir, vous n'êtes pas dans ce schéma puisque vous venez de le répéter. Nous, Sénégalais et Africains, affirmons avec force que le peuple est la seule légitimité et que les peuples africains sont debout pour la souveraineté. Et last but not least, c'est lorsque les Sénégalais qui sont mobilisés sont réduits à des spectateurs qui patientent. L'utilisation de ce terme les dépossède de leur rôle actif dans cette lutte pour la souveraineté. Il n'y a aucune dynamique collective lorsqu'on lit cette partie du texte, comme pour éloigner toute proximité de Sonko avec le peuple qui est effacé au profit d'une narration centrée sur le jugement extérieur du leader. Le leader que l'on veut pourtant présenter comme une personnalité influente. Au-delà de l'insigne honneur qui m'est fait d'être cité dans ce prestigieux et sélectif classement, je tenais à vous partager ces quelques notes critiques par anticipation de certains de vos développements sur notre modeste personne et notre combat politique, que je veux positivement m'expliquer par le biais du regard externe, éloigné, périphérique. Tous ici l'ignorent certainement, nous n'avons jamais eu de contact, M. Boniface et moi. Nous nous voyons et nous parlons pour la première fois aujourd'hui. Mesdames et messieurs, cette conférence, intitulée « Autonomie, patrimoine et monde multipolaire, l'Afrique à la conquête de sa souveraineté », nous invite à réfléchir ensemble sur la manière dont notre continent peut transformer son héritage en puissance d'avenir. Il est des mots qui circulent avec une telle facilité qu'ils finissent par perdre leur poids. Autonomie, patriotisme, souveraineté. Ils sont devenus familiers, presque confortables, et pourtant, dès que l'on tente de les prendre au sérieux, ils se dérobent, ils résistent, ils obligent. Car enfin, de quoi parlons-nous exactement lorsque nous parlons de souveraineté africaine? Parlons-nous d'un héritage ou d'un chantier, d'un acquis ou d'un manque? Mais avant même de répondre à cette question,
Encore faut-il s'entendre sur ce que nous appelons l'Afrique. L'Afrique. Quand on parle de l'Afrique, le reste du monde parle de l'Afrique comme si c'était une seule entité, un pays. L'Afrique, c'est 55 États. Parler de l'Afrique n'est jamais un propos neutre. L'Afrique n'est pas seulement un continent. Elle n'est pas seulement une mosaïque d'États, de peuples, de langues, de cultures, ni même une variation infinie de nuances dans la couleur de la peau de ses habitants. Elle est aussi, et peut-être surtout, une position dans le monde, une position façonnée par l'histoire. Ce qui unit l'Afrique n'est pas seulement une essence, c'est une trajectoire, une expérience partagée, faite de grandeur, de rupture et de dépossession. L'Égypte antique, la Nubie, l'empire du Monomotapa, ce ne sont pas des mythes, ce sont des réalités historiques de puissance, de science et d'organisation. Et plus près de nous, pensez à Kanka Moussa, l'empereur du Mali, dont la richesse et le rayonnement ont marqué le monde méditerranéen. Ou à Bakary II, ce souverain malien qui, bien avant les Européens, a traversé l'Atlantique. Mais notre patrimoine ne se limite pas à ces grandes civilisations. Il inclut aussi nos langues, nos savoirs endogènes, nos arts et nos cultures vivantes, qui doivent être valorisés comme levier de souveraineté intellectuelle et économique. Ce rappel n'est pas un détour par le passé. Il permet de comprendre une rupture, car entre ces expériences de puissance et nos réalités contemporaines, un basculement historique s'est opéré. La traite transatlantique a arraché des millions d'hommes et de femmes au continent, désorganisé des sociétés entières et fragilisé des dynamiques économiques et politiques en construction. La colonisation, ensuite, n'a pas seulement imposé une domination politique, elle a restructuré les territoires, orienté les économies vers l'extérieur et inscrit durablement l'Afrique dans une position subordonnée dans le système mondial. C'est cette trajectoire, faite à la fois de puissance et de dépossession, qui éclaire notre situation actuelle. Les pays africains sont aujourd'hui indépendants. Ils ont leur drapeau, leur hymne, leur constitution. Ils siègent dans les organisations internationales. Ils signent des accords. Ils votent. Mais décident-ils toujours? Cette question n'est pas provocatrice, elle est nécessaire. Comme le rappelait Kwame Nkrumah, l'indépendance politique sans indépendance économique n'est qu'une illusion. Ce que nous avons conquis au XXe siècle, nous ne l'avons pas encore entièrement transformé au XXIe siècle. Mais de quoi parlons-nous précisément? La souveraineté. En ce qui nous concerne, nous ne défendons pas un particularisme étroit, mais une demande de réelle pluralisation de l'universel. Nous ne récusons pas l'universel, mais nous contestons sa captation par quelques puissances ou quelques centres moraux qui parlent comme si leur propre trajectoire historique était la mesure de toute civilisation. Le monde a trop souvent confondu universel et occidental, normes communes et hiérarchies imposées. Il y a lieu de distinguer clairement souveraineté et fermeture, en ce que la souveraineté consiste à choisir librement ses normes, ses partenaires et ses priorités sans sortir du dialogue international. Et c'est là le cœur du paradoxe africain, une souveraineté proclamée mais inachevée. Regardons les faits avec lucidité. Nos économies restent largement extraverties. Nous exportons des matières premières. Nous importons des produits transformés. Nos monnaies, pour certaines, demeurent liées à des architectures héritées de la colonisation. Nos budgets publics sont contraints par la dette. Nos politiques économiques encadrées par des conditionnalités. Nos marges de manœuvre souvent étroites, pour ne pas dire inexistantes. Mais il ne suffit pas de réclamer une souveraineté militaire, monétaire ou diplomatique. Il faut aussi revendiquer le droit de produire ses propres catégories d'analyse, ses propres priorités intellectuelles, ses propres lectures du développement, de la démocratie, de la famille, de la culture, de la sécurité et du progrès. Les pays africains ont trop longtemps été parlés par d'autres avant de se parler eux-mêmes.
La souveraineté dans ces conditions devient une forme juridique sans épaisseur matérielle, un mot sans pouvoir. La souveraineté devient ainsi une forme juridique sans épaisseur matérielle, un mot sans pouvoir. Instrumentalisé, vidé de sa substance, transformé en rhétorique de légitimation. Or, le patriotisme véritable est tout autre chose. C'est une discipline, une exigence, une capacité collective à accepter des choix difficiles au nom une forme juridique sans épaisseur matérielle, un mot sans pouvoir. Dans ces conditions, elle devient une forme car elle n'est pas par la capacité d'un État à produire des résultats. La sécurité juridique, la discipline budgétaire, la transformation économique, la négociation internationale maîtrisée, la qualité institutionnelle et le respect de la parole publique. Mais s'arrêter à ce constat serait insuffisant, car la souveraineté n'est pas seulement une affaire de structure, elle est aussi une affaire de volonté, et c'est ici qu'intervient le patriotisme qui nous est très cher. Le patriotisme aujourd'hui est souvent mal compris. Soit il est réduit à une posture émotionnelle, à des déclarations enflammées sans lendemain, soit il est instrumentalisé, vidé de sa substance, transformé en rhétorique de légitimation. Or, le patriotisme véritable est tout autre chose. C'est une discipline, une exigence, une capacité collective à accepter des choix difficiles au nom d'un projet commun. Je voudrais ici rappeler, tout à l'heure j'ai parlé de la Révolution française. Une révolution ne se déroule pas sur une année ou sur quelques mois. La Révolution française s'est déroulée sur une longue période. Mais on peut citer la période 1789-1799 jusqu'au coup d'État de Napoléon Bonaparte, avec ses soubresauts, ces périodes extrêmement difficiles. Parce que la révolution démarre après le renversement du système ancien. C'est en ce moment seulement que démarre la révolution. C'est en ce moment seulement que les profils apparaissent, que les enjeux apparaissent. Parce que le système ancien ne se laisse pas faire. Et dans un monde ouvert et internationalisé, dans ses ramifications, aussi bien nationales qu'internationales, il ne se laisse pas faire. C'est après la Révolution que chaque membre de la Révolution se découvre et se fait découvrir en réalité. Et c'est après seulement que commence ce travail. C'est après la Révolution que beaucoup de porteurs de cette Révolution, dans les moments de conquête, découvrent eux-mêmes qu'ils n'étaient pas prêts pour la Révolution. Aujourd'hui, dans notre pays, le Sénégal, est dans un contexte que tout le monde connaît. Hier, je disais au Conseil des ministres que nous étions déjà en crise. Rien que la dette cachée dont nous avons hérité suffit à considérer un pays comme le Sénégal en crise. Ce qui est venu s'y ajouter avec le contexte international n'est pas la crise, elle est l'aggravation de la crise. Et dans un pays comme ça, beaucoup d'entre nous qui ont opté pour la révolution et donc pour le patriotisme ne sont pas prêts au sacrifice. Et tout le monde réclame tout de suite et maintenant, tantôt des primes, tantôt des bourses. Cela n'est pas possible et nous sommes là pour faire face, pour dire non, parce que cette révolution n'échouera pas. Et comme l'avait pressenti Frantz Fanon dans Les Damnés de la Terre, le danger des indépendances africaines n'était pas seulement la domination extérieure, mais aussi la reproduction interne des logiques de dépendance. Lorsque les élites se substituent au peuple sans transformer les structures, lorsque l'État devient un instrument d'accumulation plutôt qu'un levier d'émancipation, alors le patriotisme devient un mot creux. Cela nous interpelle, nous, chacun d'entre nous. Maintenant qu'on est au contact avec le pouvoir, nos principes et nos valeurs d'hier doivent être ceux d'aujourd'hui. Ils doivent l'être encore plus. J'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de réalité du pouvoir qui vaille
c'est à nous d'insuffler au pouvoir les réalités que nous voulons, non pas à subir les réalités du pouvoir. Il nous faut donc réhabiliter un patriotisme exigeant, un patriotisme qui ne se contente pas de célébrer la nation, mais qui travaille à la construire. Un patriotisme qui relie les élites au peuple, non par le discours, mais par la responsabilité. Car il n'y aura pas de souveraineté sans base sociale. Il n'y a jamais eu de souveraineté sans base sociale. Il n'y aura pas de souveraineté sans adhésion populaire. Il n'y aura pas de souveraineté sans ce que l'on pourrait appeler une morale politique collective. Une morale politique du collectif. Lorsque les élites se substituent au peuple sans transformer les structures, notre plus grand défi, c'est la transformation des structures. Ce n'est pas des réalisations matérielles coûte que coûte, ici et maintenant. C'est la transformation des structures qui n'ont jamais été adaptées à nos besoins. Autrement, on aurait largement dépassé les situations que nous vivons. Et donc, lorsque des élites se substituent au peuple sans transformer les structures, et lorsque l'État devient un instrument d'accumulation plutôt que libre d'émancipation, je disais que le patriotisme devient un mot creux. Et c'est pourquoi la transparence, la responsabilité, l'exemplarité des élites doivent être au cœur de notre projet de souveraineté. Sans une gouvernance crédible, aucun patriotisme ne peut durer. Et ce patriotisme pour nous est un patriotisme de responsabilité. Aimer son pays, c'est d'abord le rendre plus juste, plus digne, plus instruit, plus crédible, plus capable de contribuer au monde. Autrement dit, le patriotisme n'est pas l'exaltation verbale du drapeau. Il n'est pas protocolaire. C'est la capacité d'un État à protéger ses intérêts sans mentir à son peuple, sans humilier ses voisins. C'est donc la capacité d'un État à protéger ses intérêts sans mentir à son peuple, même si le discours ne plaît pas, sans humilier ses voisins et sans insulter l'intelligence du monde. Mais cette réflexion ne peut se faire en dehors du monde. Et c'est le troisième axe de mon intervention. Souveraineté, patriotisme, monde. Et le monde, justement, comme l'a rappelé tout à l'heure le conférencier, il change. Nous assistons aujourd'hui à une transformation profonde de l'ordre international. Le multilatéralisme qu'appelle l'Afrique aujourd'hui, M. Boniface, je suis en phase avec vous. Le multilatéralisme qu'appelle l'Afrique aujourd'hui n'est pas un multilatéralisme décoratif où l'Afrique est invitée à applaudir des règles écrites ailleurs, mais un multilatéralisme de correction des asymétries d'une architecture internationale devenue insuffisamment légitime. Le droit de l'Afrique a pesé dans la fabrication des normes, la nécessité de réformer la gouvernance mondiale, notamment financière et sécuritaire, et l'obligation de sortir d'un ordre où les dépendances anciennes se recyclent sous des formes nouvelles. Dans ce monde multipolaire, l'Afrique doit parler à tous, travailler avec ceux qui respectent notre agenda et ne plus confondre partenariat avec tutelle. M. Boniface, vous l'avez rappelé, chaque pays, chaque nation doit avoir la liberté de se définir son agenda. Et les agendas imposés ne sont jamais en faveur du pays qui les subit. Et dans ce monde multipolaire, l'Afrique doit privilégier les coopérations sud-sud également, diversifier ses partenaires et créer des alliances stratégiques qui renforcent son autonomie, plutôt que de délasser ses dépendances. L'unipolarité issue de la fin de la guerre froide s'effrite. De nouvelles puissances émergent, redéfinissent les équilibres, recomposent les alliances. Ce que l'on appelle le monde multipolaire est en train de devenir une réalité. Faut-il s'en réjouir? Faut-il s'en méfier? Faut-il en avoir peur? La réponse est simplement les deux à la fois. Car un monde multipolaire ouvre des espaces. Il permet de diversifier les partenariats, de négocier autrement, de desserrer certaines contraintes. Mais il ne garantit rien. Il ne produit pas automatiquement de la souveraineté. Diversifier ou changer de partenaire sans changer de logique, c'est déplacer la dépendance
pas la dépasser. Je vous avais dit depuis très longtemps, pour répondre à la question de Madame, on était encore dans l'opposition quand je vous disais qu'il n'était pas question de changer un drapeau par un autre. Que la souveraineté suppose de pouvoir défendre ses intérêts, défendre une certaine égalité dans les relations internationales et d'appliquer ces règles de manière uniforme à tous les partenaires. Pour ce qui nous concerne, nous, il n'est pas question de changer un drapeau par un autre, ni un parrain par un autre, encore moins une tutelle par une autre. L'histoire nous a appris que les rapports internationaux ne sont pas régis par la morale, ni par les sentiments, mais par les intérêts. Et dans ce jeu, seules les entités capables de définir et de défendre leurs propres intérêts peuvent espérer exister pleinement. La question n'est donc pas de savoir si le monde devient multipolaire, la question est de savoir si l'Afrique sera capable d'y être un acteur et non simplement un terrain. Faire de la croissance, on en parle depuis des années, mais pour qui? Certainement pas pour les Africains et pour l'Afrique. Autrement, on n'aurait pas eu autant de pauvreté et autant de chômage sur notre continent. C'est ici donc que se joue l'essentiel. Car la souveraineté ne se décrète pas, elle se construit, elle se finance, elle s'organise et elle se défend. Construire la souveraineté signifie d'abord produire. Produire ce que nous consommons, transformer ce que nous extrayons, maîtriser les chaînes de valeur. Il n'y a pas de souveraineté sans base productive. Il n'y a pas de souveraineté sans base productive. Or, le principal problème de l'Afrique, c'est l'inexistence de base productive. Un secteur primaire vampirisé, un secteur secondaire inexistant et une hypertrophie d'un secteur tertiaire essentiellement marqué par l'informel. Nous ne pouvons pas réussir un développement et encore moins une souveraineté dans ces conditions. Et l'un des préalables incompressibles à la production souverainiste, c'est la juste appropriation ou réappropriation de ressources naturelles. L'Afrique ne peut pas continuer à être le seul continent qui dispose de ressources naturelles sans en bénéficier, ou alors n'en bénéficier que de retombées de miettes. Notre pétrole, notre gaz, notre phosphate, notre zircon, toutes nos ressources naturelles doivent d'abord et avant tout profiter à l'Afrique. Et l'un des pièges dans lesquels on nous a enfermés, et vous comprendrez tout le combat qui est le mien depuis que je suis à la tête de ce gouvernement. Vous m'entendez parler de négociation, de lecture. C'est reprendre en main les ressources qui sont les nôtres, de pouvoir y travailler avec des partenaires, mais dans une coopération qui soit mutuellement gagnante. C'est ça l'objectif de tout ce travail. Et après, on nous dit des conventions ont été signées au nom du droit international, vous ne pouvez plus y toucher. M. Boniface a rappelé tout à l'heure les directives, les conventions des Nations Unies sur le droit des peuples sur leurs propres ressources naturelles. Est-il normal que le Sénégal ne profite pas de son gaz, de son phosphate, et qu'on nous oppose des signatures d'autorités corrompues, excusez-moi du terme, qui ont signé au détriment des intérêts du Sénégal et de son peuple? Cela n'est pas possible. Financer la souveraineté, ensuite, signifie réduire la dépendance aux financements extérieurs, mobiliser les ressources internes, reprendre le contrôle sur les choix budgétaires. Il n'y a pas de souveraineté sous tutelle financière. Et je voudrais dire ici, l'Afrique n'a pas besoin de tout ce débat sur la dette. Que représente la dette africaine à l'échelle mondiale? Nous vivons aujourd'hui une guerre qui a déjà coûté des centaines de milliards de dollars, certainement. Un seul missile patriote pour abattre un drone iranien coûte 1 million de dollars. Combien de missiles ont été tirés? Vous ne pouvez pas l'imaginer. Et ça, ce n'est qu'un exemple, un petit exemple. La dette de l'Afrique ne représente absolument rien. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est d'un consensus mondial fort, puisque l'Afrique est le seul continent qui a encore une marge de progression, capable de tirer la croissance mondiale sur les 30 prochaines années, ce que la Chine a été pour les 30 dernières années. Seule l'Afrique a ce potentiel. Est-on prêt à faire ce consensus avec une suspension moratoire sur la dette,
un ciblage d'investissement catalytique pour propulser le continent, qui, lui, propulsera le monde au bénéfice de tout le monde. Personne ne le fera malheureusement pour l'Afrique. Et il faut que les Africains en soient conscients. Et c'est pourquoi, malheureusement, l'un des principaux problèmes de l'Afrique, M. Boniface a rappelé, est un problème de leadership et d'élite politique et étatique. C'est l'un des principaux problèmes de l'Afrique. Pas tous, mais la majorité de nos dirigeants ne savent même pas quoi faire de leur pouvoir. Pas tous, mais la majorité. Il faut en jouir, il faut le conserver le maximum possible, mais aucune vision et aucune capacité à se regrouper autour de l'essentiel. L'une des formes les plus insidieuses de la dépendance est cognitive. Lorsque les catégories à partir desquelles nous analysons nos propres réalités sont produites ailleurs, lorsque nos politiques publiques sont conçues dans des cadres qui ne sont pas les nôtres, alors nous sommes dépendants sans même nous en rendre compte. La souveraineté est aussi une bataille des idées. Et enfin, la souveraineté signifie s'unir, car aucun État africain pris isolément ne peut peser significativement dans le système international. Aucun État pris isolément ne peut peser significativement dans le système international. L'intégration régionale n'est pas une option, elle est une condition. Mais elle ne doit pas être une simple coordination, elle doit être une mutualisation de puissance, de capacité. Pourtant, les initiatives comme la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, les start-up technologiques émergentes ou les projets éducatifs panafricains montrent que nous avons déjà commencé à bâtir une souveraineté économique et cognitive. La ZLECAf peut être un levier historique d'intégration productive, mais sans stratégie industrielle, sans politique de transformation locale, sans États membres individuellement viables, elle risque de devenir un simple espace de circulation des marchandises au bénéfice des acteurs les plus puissants, souvent extérieurs au continent. Elle ne doit pas être un marché ouvert, mais un outil de structuration économique africaine. De la même manière, la CEDEAO doit être consolidée. Les tensions récentes avec des pays de l'Alliance des États du Sahel ne doivent pas conduire à une fragmentation durable de l'espace ouest-africain. Nous avons la responsabilité de reconstruire des passerelles, de recréer du dialogue et d'inscrire ces divergences dans une perspective de recomposition politique plutôt que de rupture. L'avenir ne se construira pas dans la séparation, mais dans la capacité à articuler des visions différentes au sein d'un projet commun. Je voudrais dire ici que les pays de la CEDEAO, c'est ensemble, en tant qu'espace CEDEAO. Pour être une puissance, il y a deux aspects qui me semblent indispensables. Peut-être le professeur ne me démentira pas. C'est le territoire et la population, la démographie et la géographie. Je ne connais pas de puissance sur un espace de 100 km² et une population de 18 millions d'habitants. Je n'en connais pas. Si on veut parler d'Israël, ce n'est pas une puissance, c'est un énième État des États-Unis en réalité. C'est une puissance par procuration. Je n'en connais pas. On peut être individuellement, si nos pays sont bien gérés, bien administrés, bien gouvernés, on peut être des pays riches, des pays confortables, avec des indices de développement humain parmi les plus élevés. Les pays scandinaves en sont, c'est les pays les plus riches en termes d'indice de développement humain. Mais est-ce que pour autant c'est des puissances? Absolument pas. La Chine fait 9 millions et quelques de kilomètres carrés sur 1,3 milliard. S'il est bien géré, c'est une puissance. Les États-Unis font 9 millions de kilomètres carrés pour 200 ou 300 millions d'habitants. Ça peut être une puissance. Dans le cadre de la CEDEAO, avec 5 millions et quelques de kilomètres carrés et 400 millions d'habitants, si nous nous ajustons, nous nous gérons bien, nous serons bientôt une puissance. Mais pas individuellement, cela n'est pas possible. Enfin, cette souveraineté que nous appelons de nos vœux ne pourra exister sans intégrer pleinement la question de la jeunesse. L'Afrique est le continent le plus jeune du monde et il va continuer à l'être à l'horizon 2050. Allons-nous en faire un dividende démographique ou alors une charge contre nous-mêmes? Certains pays asiatiques sont condamnés presque à disparaître. Je vous parlais des pays comme le Japon, la Corée,
s'il n'inverse pas la tendance sur les 200 ans à venir, il n'y aura plus de population. L'Afrique a ce potentiel extraordinaire. Et je suis parmi ceux qui pensent qu'il faut qu'on refuse qu'on nous impose certaines politiques de limitation de natalité. Nous sommes l'un des continents les moins peuplés. Nous sommes l'un, les dames ne seront pas très contentes parce qu'elles ne veulent plus en faire plus de 2, mais nous sommes l'un des continents les moins peuplés. Sur 30 millions de kilomètres carrés, nous sommes 1,3 milliard habitants. Je vous ai dit que la Chine a la même population sur 9 millions de kilomètres carrés, soit 3 fois moins, ou même plus. Il ne faut pas qu'on accepte qu'on nous fasse croire que nous sommes trop nombreux. Nous n'en sommes pas encore assez nombreux. Par contre, ce dividende, s'il n'est pas exploité, orienté à bon escient, devient une bombe entre nos mains. C'est ça la vérité. Notre jeunesse ainsi que notre diaspora représentent une force stratégique. La diaspora africaine contribue déjà par ses transferts financiers, ses compétences et ses réseaux internationaux. Nous devons l'intégrer pleinement dans notre projet de souveraineté. La jeunesse africaine n'est pas un problème à gérer, elle doit être une force à organiser. Partout sur le continent, nous voyons des jeunes créer, entreprendre, inventer, produire de la musique, de la culture, des solutions techniques, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Ce dynamisme est réel, mais il reste insuffisamment structuré par nos économies et nos politiques publiques. C'est là que se joue une part essentielle de la souveraineté. Car une jeunesse laissée sans perspective devient une fragilité. Mais une jeunesse formée, intégrée et mobilisée devient une puissance. Nous devons donc faire de cette jeunesse non pas une variable d'ajustement, mais un pilier stratégique. Mesdames et messieurs, je ne vais pas vous lire le reste du discours parce qu'il est très long. Il me reste encore 3 pages, mais je m'en vais conclure. Pour vous dire que nous sommes prêts à assumer le coût de la souveraineté. Car la souveraineté a un coût. La souveraineté a un coût car elle implique des choix difficiles, des renoncements, des conflits parfois. Pour y arriver, tout pouvoir politique doit se fixer comme objectif de travailler non pas pour la prochaine élection, mais beaucoup plus pour la prochaine génération. Et ce combat ne se gagnera ni dans les slogans, ni dans les incantations, mais dans la capacité à articuler autonomie, patriotisme et stratégie dans un monde en transformation. C'est à cette tâche que nous sommes conviés. Et au fond, c'est à cette responsabilité que nous ne pouvons plus nous soustraire. Ensemble, nous pouvons inscrire l'Afrique comme acteur majeur du monde multipolaire. Le nouveau Sénégal, en ce qui le concerne, ne demande ni permission d'être souverain, ni indulgence pour penser par lui-même. Il veut dialoguer avec tous, s'aligner sur personne et continuer à contribuer à un monde où la dignité des peuples comptera davantage que le rang des puissances. La ligne est donc claire, faire de la souveraineté non un cri, mais une grammaire, non un refus du monde, mais une autre manière d'y entrer. Je vous remercie.